extra-utérine et l'implantation suivie du développement de l'œuf en dehors de la cavité utérine. Le plus souvent, c'est au niveau de la trompe, plus rarement au niveau ovarien ou abdominal. Cette implantation ectopique est secondaire à une anomalie du cheminement de l'œuf entre l'ovaire et la trompe. Sur le plan épidémiologique, l'incidence de la grossesse extra-utérine, elle varie entre 100 à 175 JU par an pour 100 000 femmes en âge de procréation, soit environ une grossesse extra-utérine pour 50 naissances. En Algérie, nous avons aux alentours d'une grossesse extra-utérine pour 80 grossesses. Et là, cette augmentation de la fréquence, elle est rattachée beaucoup plus à l'augmentation des maladies sexuellement transmissibles et surtout par leurs conséquences au niveau de la trompe et au développement de la procréation médicalement assistée. Bien sûr, la grossesse extra-utérine, c'est une pathologie. Et la pathologie, elle a toujours des facteurs de risque. Les facteurs de risque de survenue de la grossesse extra-utérine sont, on les départage en facteurs qui ont un impact majeur, les facteurs de risque à impact modéré et les facteurs de risque à impact faible. Pour les facteurs de risque à impact majeur, vous retenez essentiellement la contraception par dispositif intra-utérin et les antécédents de grossesse extra-utérine, soit par une intervention chirurgicale sur la trompe ou bien par lésion tubaire. Quant aux facteurs de risque à impact modéré, nous avons les antécédents d'infection génitale, chlamydia ou gonorrhée, ce qui fait c'est une infection sexuellement transmissible. Nous avons des antécédents d'infection pelvienne, qu'elles soient spécifiques ou non, les antécédents d'infertilité, le tabagisme, et là, c'est éphédose et lié à l'éphédose. Le nombre de partenaires, quand il est supérieur à 1, et là, vous imaginez rapidement que c'est lié beaucoup plus aussi au risque des maladies sexuellement transmissibles et l'induction de l'ovulation. Induction de l'ovulation, ça sous-entend une hypofertilité ou une stérilité, et la stérilité, donc, ça peut être rattaché à une anomalie tubaire. Quant aux facteurs qui ont un impact faible, retenez essentiellement la contraception microprogestative, et on va expliquer le mécanisme par la suite, les antécédents de contraception par dispositif intra-utérin, l'âge avancé du premier rapport, et surtout les antécédents de chirurgie abdominopelvienne, mais essentiellement chirurgie pelvienne. Nous allons maintenant passer directement à la physiopathologie de la survenue d'une grossesse extra-utérine. Et là, je vous renvoie un petit peu à votre embryologie, et vous savez très bien que le trophoblaste ne peut s'implanter que lorsque le blastocyste est sorti de la zone pellucide, soit 4 à 5 jours après l'ovulation. À cette date, l'embryon se trouve normalement dans la cavité utérine. Et l'implantation tubaire, il est indispensable que l'embryon soit dans la trompe entre J4 et J7. Quand est-ce que la grossesse extra-utérine va survenir? Donc, elle survient quand on a un retard dans le transport de l'œuf. Et ce retard peut être lié soit à une anomalie de la captation de l'ovocyte, c'est-à-dire que la trompe n'assure pas son rôle de captation de l'ovocyte, ce qui va entraîner une fécondation en extratubaire, soit dans le cul-de-sac de Douglas. Ça peut être aussi dû à un retard de migration, c'est-à-dire que la trompe a capté l'œuf, la fécondation, elle s'est produite au niveau de la trompe, mais là,
l'œuf n'arrive pas à migrer pour atteindre la cavité utérine et donc la trompe n'a pas pu assurer le transport embryonnaire de façon correcte. Et 4 à 5 jours après l'ovulation, au lieu que l'œuf se trouve dans la cavité utérine, il est toujours dans la trompe. Et la cause dans ce cas, c'est-à-dire la cause qui explique ce retard de migration, il peut être soit hormonal. Et hormonal, donc on a la progestérone qui va favoriser la migration, c'est-à-dire sur le plan hormonal, la progestérone, elle favorise la migration de l'œuf dans la trompe, alors que l'œstradiol va retarder alors que l'œstradiol, va freiner le transport de l'œuf. Ce qui fait qu'un excès d'œstradiol serait donc susceptible d'introduire cet asynchronisme et va ralentir le transport de l'œuf de la trompe vers la cavité utérine. Ce retard de migration, il peut être aussi lié à un problème mécanique, tel qu'une synéchie intratubaire, donc qui ne va pas permettre le déplacement de l'œuf, ou bien un diverticule ismique. S'il vous plaît, est-ce que vous me recevez? Oui, docteur. Allô, vous pouvez parler? Oui, docteur. Vous pouvez parler, s'il vous plaît, au microphone? Oui, docteur. S'il vous plaît, vous pouvez utiliser le microphone, vous pouvez parler? Oui, oui, on vous entend. Oui, docteur. Oui, professeur. Il faut activer le casque. Très bien. Les baffes. Très bien. Désolée pour cette interruption et on va continuer. Donc, j'ai dit que parmi aussi les causes qui favorisent le retard de migration de l'œuf de la trompe vers la cavité utérine, on peut avoir des causes mécaniques telles que des synéchies intratubaires ou bien le diverticule ismique ou simplement par altération ou réduction du mouvement cilié de cellules tubaires. Alors, sur le plan anatomopathologique, qu'est-ce qu'on va avoir? Et là, pour comprendre les anomalies de la grossesse extra-utérine, donc il faut faire un petit rappel anatomique. Il faut savoir que la trompe, elle est composée de 4 segments. La jonction interstitielle, qui est là, la région ismique, l'ampoule tubaire et l'infundibulum de la trompe. La localisation tubaire la plus fréquente et représente pratiquement 99% des cas, c'est la localisation ampulaire. Et là, donc la localisation tubaire, c'est la localisation la plus fréquente. Elle représente 99% des cas. Ce qui fait les autres localisations, telles que la localisation ovarienne, la localisation cervicale ou bien abdominale, représentent seulement 1% des cas. Pour la trompe, la zone privilégiée pour la grossesse extra-utérine, c'est l'ampoule. La GUE ainsi se trouve dans une zone relativement large, extensible, et de ce fait, les signes cliniques sont relativement tardifs et la rupture de la trompe, ils sont précédés des signes d'appel. Parce que là, la grossesse, elle a assez d'espace pour se développer, ce qui fait que le diagnostic, il est tardif. Et plus le diagnostic, il est tardif, donc l'œuf, il est développé, il aura le temps de présenter des symptômes, tels que des douleurs pelviennes, un type de pesanteur, des saignements. La deuxième localisation, c'est la localisation ismique. Elle est retrouvée dans 20% des cas.
Et là, quand on parle d'isthme, donc automatiquement, on parle d'une zone étroite et peu extensible. Ce qui fait qu'elle ne va pas offrir assez d'espace pour que la grossesse se développe. Et dans ce cas, la symptomatologie, elle est vraiment précoce. Et la rupture tubaire, elle est fréquente. On s'est arrêté, donc on est sur les localisations, donc le rappel anatomopathologique. Là, on a commencé par les localisations au niveau de la trempe. On a dit que la localisation la plus fréquente, l'ampoule, parce que l'ampoule, c'est la zone la plus large de la trempe, elle va permettre une évolution à un stade un peu avancé de la grossesse, ce qui va permettre l'apparition de symptômes. Et donc, sur le plan clinique, la manifestation, elle est un petit peu tardive et la rupture de la trempe, elle est précédée de signes d'appel. La deuxième localisation, c'est le pavillon, donc dans 2% des cas. Et là, puisque dans le pavillon de la trempe, c'est la partie la plus distale, elle est périphérique et le risque qu'il y ait un avortement tubo-abdominal est fréquent et parfois même, ça peut expliquer la survenue des grossesses abdominales. La grossesse, c'est peut-être également ovarienne, ceci dans environ 1% des cas, et plus rarement la grossesse abdominale, qui sont très rares, et elles peuvent s'implanter sur n'importe quel site de la cavité abdominale. Ah, d'accord, ok. Elle peut s'implanter sur n'importe quel organe abdominal. Et là, surtout quand on tombe, par exemple, sur le foie et tout, ce sont des organes qui sont très vascularisés et l'évolution peut être vraiment fatale. Alors, comment s'implante la grossesse au niveau de la trempe? Alors, l'histoire naturelle de la grossesse extra-utérine, la grossesse, donc on va prendre comme modèle la grossesse au niveau isthmique. Le premier stade, ce sera l'hématosalpinx. L'hématosalpinx, c'est quoi? C'est la collection du sang au niveau de la trempe. Une fois l'œuf implanté dans la muqueuse tubaire au niveau de la région isthmique, il existe un rapide envahissement du tunique musculaire par la villosité choriale. Sachez que l'œuf, il ne peut pas différencier entre la trempe et l'endomètre. Pour lui arriver au stade de blastocyste, il va rechercher la vascularisation pour se nourrir. Donc, la première paroi qu'il va rencontrer, il va s'accrocher à cette paroi et il va essayer d'éroder la paroi de l'organe. Et là, on parle de la trempe pour aller chercher la vascularisation pour se nourrir et se développer. Et bien sûr, au moment de cette érosion de la muqueuse tubaire, il y aura un saignement. Ce saignement va se collecter dans la trempe et va automatiquement conduire à une dilatation tubaire, c'est l'hématosalpinx. Cet hématosalpinx, donc, il va augmenter de volume jusqu'à ce que la trempe arrive à ses limites. Arrivant à un certain degré, elle ne peut plus se distendre. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se rompre. Et le sang va s'extérioriser à la portion distale de la trempe à travers le pavillon et entre la cireuse de la trempe et le pavillon. Quand la cireuse est distendue au-delà de ses limites, je viens de le dire, la rupture, elle survient et les vaisseaux colonisés par le trophoblaste seront relativement importants, d'où la survenue d'une hémorragie tubaire. Et là, ça sera le saignement en intra-abdominal ou bien l'hémorragie interne.
Donc, vous voyez l'aspect d'un hématosalpinx, c'est une distension, collection du sang en intratubaire. Quand la trempe arrive à ses limites, elle va se rompre et là, c'est la zone, vous allez, donc le saignement, il a atteint la sureuse. Donc, c'est la zone la plus mince et la rupture va se produire ici et le saignement sera dans la cavité abdominale. Et là, vous voyez aussi, c'est un hématosalpinx, c'est la coloration bleuâtre à travers la muqueuse de la trempe et vous voyez que le sang qui sort du pavillon de la trempe. Et notre évolution, donc, et surtout, notre évolution de la grossesse extra-utérine, donc on avait la première étape, c'est la rupture de la trempe, et notre évolution, ce sont l'avortement cubo-abdominal. Et là, c'est l'apanage beaucoup plus des grossesses ampulaires, parce qu'elle est tout proche du pavillon de la trempe, ou bien pour la grossesse infundibulaire. Ici, on peut avoir plusieurs étapes d'évolution. Soit la guérison spontanée. L'œuf, il sera expulsé dans l'abdomen, donc il ne va pas trouver de quoi se nourrir, il va mourir. Et la guérison va survenir, donc il va mourir, il va disparaître, et la guérison va survenir spontanément, sans aucune mesure thérapeutique. La deuxième possibilité, c'est que la grossesse ectopique abdominale, c'est la grossesse ectopique abdominale. L'œuf, quand il tombe dans l'abdomen, il va tomber dans une région richement vascularisée et le trophoblaste va trouver des vaisseaux par lesquels il va se nourrir. Et là, ça va permettre le développement de la grossesse. Et vous voyez, l'enfant, il est grand et on a eu dans la littérature et même dans notre pratique courante des grossesses abdominales à terme, comme vous le voyez ici. Et notre évolution pour l'avortement tubo-abdominal, donc on a vu l'avortement avec guérison, l'avortement avec développement de la grossesse jusqu'à terme, et notre évolution sur ça, ce sera l'hématocèle enquisté. Avec des caillots. À certains moments, donc, on va avoir des caillots organisés qui va former un hématocèle. Et là, l'hématocèle, ce sera qui s'échappe de la trempe. Donc, l'hématocèle qui va s'accumuler dans le kil de ça, qui va former une masse. Très bien. S'il vous plaît, est-ce que vous m'écoutez? Vous pouvez utiliser vos micros. Vous pouvez utiliser vos micros. J'aimerais bien vous entendre. Ah, on peut pas. On peut pas. On peut pas utiliser les micros. Ah. On ne peut pas. Ah, mais oui, oui. Vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Très bien. On continue. Désolé pour ces perturbations de temps en temps. Vous savez très bien, c'est les aléas de la technologie. Donc, on a dit que l'évolution de la grossesse, parmi l'évolution de la grossesse extra-utérine, on a l'avortement tubo-abdominal et l'avortement tubo-abdominal peut évoluer selon 3 modes. Soit la guérison, c'est une grossesse très jeune, elle va être expulsée de la trempe et comme elle ne va pas trouver là où s'implanter, donc elle va mourir
et ça sera une guérison spontanée. Ou bien, deuxième possibilité, ça sera l'œuf, il sera expulsé dans l'abdomen, il tombe par exemple sur l'épiplan qui est richement vascularisé ou sur les intestins, il va pouvoir se développer à travers la vascularisation de l'organe sur lequel c'est implanté. Ou bien, on a l'hématocèle encrusté et là, le sang qui s'y coule de la trempe, il va se collecter dans l'endroit le plus déclive du corps, qui est le cul-de-sac. Il va former des caillots et ces caillots vont s'organiser en masse. Et on va voir les conséquences par la suite. La troisième évolution, donc c'est la distension de la trempe est très progressive. Il entraîne plus tardivement une rupture, souvent peu hémorragique. En revanche, l'épanchement dans le cul-de-sac induit l'apparition des adhérences pelviennes majeures autour d'un sac gestationnel et bien sûr de l'hématosalpinx rompu. Et là, vous voyez vous m'excusez une seconde, s'il vous plaît. Extra-utérine. Donc, vous voyez là, c'est une grossesse ampulaire intratubaire. La grossesse intratubaire, donc, puisque l'ampoule, on a dit que l'ampoule, c'est la partie la plus large de la trempe, donc, elle va permettre un certain degré d'évolution de cette grossesse jusqu'à ce que la capacité de la trempe soit dépassée. Et là, la trempe va s'éclater. En s'éclatant, donc la trempe va signer dans l'abdomen et qui va donner la symptomatologie, l'état de choc au cours de la grossesse, avec collection du sang importante dans la cavité abdominale, c'est l'hémopéritoine. Alors, sur le plan macroscopique, la grossesse tubaire se présente sous forme d'une voussure rouge, foncée, voire violacée. Le reste de la trempe est turgescent, congestif et anormalement vascularisé. Au niveau de l'ovaire, on note un corps jaune. Sur le plan histologique, l'œuf s'implante superficiellement dans la cavité abdominale. La villosité, vous allez trouver ça dans l'anapate. La villosité du pôle d'insertion, bien sûr, va s'incruster au niveau de la musculaire tubaire. Il va ouvrir les vaisseaux de la trempe pour former une pseudo-circulation placentaire. Par la suite, une fois que toute la paroi tubaire elle est envahie, on peut avoir un éclatement qui sera suivi d'une hémorragie dans l'abdomen. Sur le plan histologique, c'est-à-dire on ne peut confirmer la grossesse extra-utérine tubaire que lorsqu'on met en évidence des villosités choriales au niveau de la trempe à l'étude anapate. L'étude sur le plan clinique, le tableau clinique est tripolymorphe et trempeur. Et là, on distingue 3 grands tableaux cliniques. Soit, la première situation, c'est le diagnostic précoce. Et là, la grossesse extra-utérine, elle n'est pas rompue, elle est diagnostiquée au stade d'hématosalpinx. Et cette situation, elle est la plus fréquente actuellement avec le développement de l'échographie et surtout l'accès aux soins à la majorité de la population. Rarement, la patiente va venir consulter au stade tardif avec une grossesse extra-utérine rompue et inondation péritoniale et donc un état de choc. On va prendre comme modèle de description de notre étude clinique, c'est l'hématosalpinx. Et là, grossesse extra-utérine ampulaire non rompue. Notre interrogatoire va tenter de rechercher, bien sûr, si la femme présente des facteurs de risque de la grossesse extra-utérine et on va évaluer l'impact de ces facteurs de risque, majeurs, modérés ou faibles. Les antécédents de la patiente, parité, donc gestité, est-ce qu'elle a des partenaires multiples? Non. Est-ce qu'elle est suivie pour une stérilité ou non? Et surtout, rechercher les signes fonctionnels qu'on va préciser. Alors, l'interrogatoire peut révéler la notion d'un retard de règles. La patiente veut dire, tiens, j'ai un retard de règles et je commence à avoir des douleurs. Mais rarement, c'est le cas. Le plus souvent, la femme consulte pour une irrégularité menstruelle.
elle avait des cycles réguliers et du coup, elle note qu'elle commence à faire des métrorragies ou bien un retard de règles après un saignement, des métrorragies, des cycles courts et elle ne comprend plus rien. Les signes sympathiques de grossesse pratiquement sont inconstants et aident peu au diagnostic. Parce que si on a des signes de grossesse, ça veut dire une grossesse, mais en aucun cas, ils peuvent nous dire que c'est une grossesse extra-utérine. C'est pour cette raison, il ne faut pas, quand on a des signes sympathiques, méfiez-vous, ça peut être aussi une grossesse extra-utérine. Ne rassurez pas faussement la femme. Donc, le maître symptôme pour le diagnostic précoce de la grossesse, c'est les métrorragies. Et les métrorragies, ils ont des particularités par rapport au saignement menstruel. Ce sont des métrorragies de couleur brune, sépia, peu abondantes, récidives. أجت راحت. شكون اللي يدي الكورة؟ مازلت ما بديتش، ما كملتش الأول. عاود يرجع هكا. هكايا، وين؟ هنا؟ ها؟ ديري ركض وترمي أنا ريم. وقيلا فض الوقت بعديك جاني الوقت قال لي بلي راهي فضت هذيا فو مونكي دو طون. ديري مثلا. نحط متر نيفو. عاود يولي لك نورمال. وانا مقبلات كنا نهضر. هذه. ديري ركض. وبتكون ديري فيرسيون غربية هذه. هذه. وتفض. ديري ترمي. حبش يعطيني. ندير ريكومونسي. نو. وشغل اونكور باسكو عمرك علاه وعندكم في نمبر 100. وانا مقبلات كون نهضر ما حتى شفت بعد في الدور. Professeur, vous pouvez continuer. Professeur, il nous reste 5 minutes, pas encore. ودي وش هذه؟ هذيك هي الاولى. Non, restons 4 minutes. Des particularités, elles sont de couleur brune, sépia. Elles sont peu abondantes et récidivantes, de durée variable. Elles sont la conséquence d'une stimulation hormonale de l'endomètre. Les règles, bien sûr, ne sont pas normales ni dans le temps, ni dans la quantité, ni dans la qualité. Parfois, les saignements sont absents et au contraire, ou bien très abondants. Les douleurs abdominales, le deuxième symptôme, c'est les douleurs abdominales pour le diagnostic de la grossesse extra-utérine précoce. Ces douleurs ont comme caractéristique qu'elles sont unilatérales, intermittentes et parfois à type de pesanteur. La femme vous indique un point douloureux évoluant par crise avec irradiation vers les organes génitaux externes. L'examen physique, donc on note les constantes hémodynamiques, puisque c'est une grossesse diagnostiquée au stade précoce sans aucune rupture, donc automatiquement les conséquences hémodynamiques seront normaux. L'examen du sein, elle peut mettre en évidence des modifications gravidiques et la palpation de l'abdomen trouve un abdomen généralement souple et plat avec un point douloureux. Quand on va faire l'examen au spéculum, on va noter un col violacé et on ne trouve pas des lésions cervico-vaginales et le saignement est d'origine endo-utérine. Le toucher pelvien, là, elle peut retrouver le toucher pelvien, donc il peut retrouver le plus souvent un utérus ramolli, légèrement augmenté de volume, mais plus petit pour l'âge gestationnel. Parfois, si on a la chance, on peut trouver en latéro-utérin une masse latéro-utérine sensible, séparée de l'utérus par un sillon de séparation. Le deuxième tableau, c'est-à-dire c'est une forme clinique. De nos jours, donc dans la majorité des cas, le diagnostic il s'est fait au stade précoce avant la rupture. Rarement, donc la femme va venir avec un tableau de rupture de la grossesse extra-utérine tubaire avec une inondation péritoniale et là, vous comprenez directement que le tableau clinique est dominé par l'état de choc qui s'y signe. La rupture de la trompe avec un hémopéritoine, l'abdomen donc sera douloureux, respire peu et très sensible. Quille de sac, très douloureux. Et là, quand on va faire l'échographie, donc on va trouver une inondation péritoniale. Quand on fait la ponction, c'est du sang incoagulable. Je passe à la forme hétérotopique, vous allez la trouver dans votre cours. Sur le plan complémentaire, bien sûr, l'examen plus important,
devant toute femme en activité génitale, toute métrorragie pensait toujours à demander de bêta-HCG parce que le tableau clinique de la trompe est trompeur. Mais le bêta-HCG, il va confirmer la présence de la grossesse, mais il n'indique en aucun cas son lieu. C'est un signe d'orientation. Alors,